Bonjour, bienvenue au 6e séminaire Figura de la série Imaginaire comme éthique. Je suis Nathalie Lasselle, professeure au département de didactique des langues et membre de Figura. Et c'est moi qui assurerai l'animation aujourd'hui. Nous aurons comme invités Éléonora Acera, Amélie Vallière et Amélie Lemieux qui discuteront autour du thème de l'empathie fictionnelle et enjeux éthiques en enseignement des corpus littéraires numériques. Sans plus tarder, on va commencer avec Amélie Lemieux. D'ailleurs, je vous remercie d'avoir accepté de participer à ce séminaire sur une thématique nouvelle pour nous tous. On va d'abord écouter Amélie Lemieux, qui est professeure adjointe en didactique du français au secondaire au département de didactique de l'Université de Montréal depuis juin 2021. Elle a été professeure adjointe à l'Université Mount St. Vincent et fait un stage postdoctoral au Centre de recherche en multilittératie à l'Université Brooke. Diplômée de l'Université McGill, elle a rédigé une thèse sur l'engagement en lecture des jeunes du secondaire en façonnant une méthodologie cartographique localisant des indicateurs métacognitifs et affectifs des sujets lecteurs. Elle est notamment l'autrice de l'ouvrage Deconstructing Literacies, Considerations for Engagement chez Peter Lang, publié en 2020. À toi la parole. Merci beaucoup, Nathalie. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Nathalie, de l'invitation. Je vais vous parler aujourd'hui de l'empathie comme discours imposé, fiction et lecture littéraire pour qui et pourquoi, à partir d'écrits que j'ai façonnés et des recherches scientifiques que j'ai lues aussi. En commençant donc par vous parler un petit peu de mon parcours. Donc, j'ai fini ma thèse en 2017 et depuis publié 2 ouvrages sur l'engagement des lecteurs au secondaire en m'intéressant au concept aussi d'empathie fictionnelle. Et depuis 2021, je suis professeure adjointe en didactique de la littérature à l'UDM. Mes projets actuels portent sur la mobilisation des compétences numériques chez les jeunes du secondaire qui sont appelés à mobiliser des ressources subjectives à partir de différentes plateformes. Donc, le projet Insta Poésie en est un d'importance, à partir duquel les élèves sont amenés à explorer Instagram, à lire des créations poétiques sur Instagram et à les réinvestir dans la salle de classe. Donc, ainsi à briser les barrières entre les littératies hors de l'école et celles à l'école. Je suis aussi sur un projet Connexion où on fait beaucoup de didactisation littéraire vidéoludique. C'est un projet avec Christian Herré à l'Université McGill et un 3e projet sur le concept d'EDIA, donc équité, diversité, inclusion et accessibilité et l'enseignement de la littérature numérique. Je commence cette présentation avec une citation d'une de mes autrices préférées, la professeure Ebony Elizabeth Thomas. Elle a écrit ce livre, The Dark Fantastic, a été publié 2019-2020 là, à peu près. Et elle dit, Maybe it's not that kids and teens of color and other marginalized and minoritized young people don't like to read. Maybe the real issue is that many adults haven't thought very much about the radicalized mirrors, windows, and doors that are in the books we offer them to read, in the television and movies we invite them to view, and in the fan communities we entice them to play in. Ma traduction libre, vous en jugerez de la qualité après, mais peut-être que le vrai problème n'est pas que les enfants et les adolescents racisés n'aiment pas lire. Peut-être que le vrai problème est le fait que les adultes ne se sont pas intéressés suffisamment aux représentations marginalisantes qui sont présentes dans les livres qu'on leur offre, les séries télé et les films auxquels on les expose et les communautés de fans auxquelles elles prennent part. Je trouvais que c'était une belle introduction là, pour cette présentation. Je m'intéresse à 4 questions importantes. En particulier, donc la première, quels livres d'auteurs et autrices racisés sont lus en classe de français? La deuxième question, quels livres sont exclus et pourquoi? La troisième, quel rôle joue l'empathie dans la lecture de ces œuvres? Et la quatrième, comment mieux comprendre la diversité pour mieux l'enseigner? Et il y a différents types de modèles pour l'empathie fictionnelle. C'est pas un concept qui est nouveau, mais dans une perspective de DIA, ça l'est quand même. J'ai lu récemment un texte de Palens, une chercheuse en Suisse, où elle parle des 3 types d'engagement du lecteur, un très, très bon texte. Et elle parle de 3 dimensions pour l'empathie. La première étant l'empathie éthique, donc où on mobilise les émotions morales, les émotions valeurs par rapport au dénouement. Il y a la dimension empathique, donc les émotions empathiques envers un ou plusieurs personnages. Évidemment, ça nous rappelle l'empathie fictionnelle. Et le côté où la dimension tensive, en s'appuyant sur les travaux, évidemment, de Raphaël Baroni, où on parle des émotions valeurs par rapport à la tension narrative. On peut aller un petit peu plus loin que ça.
en s'intéressant à d'autres modèles qui peuvent prendre en compte des dimensions de l'EDI de manière plus spécifique. On peut s'inspirer, entre autres, des théories antiracistes, anti-abolitionnistes et décoloniales. Donc, l'empathie fait l'objet de nombreux débats en justice sociale, selon les travaux de Bullard Jr. 2019. Et on peut avoir recours à un recadrage du discours empathique en s'intéressant, entre autres, à la théorie du Black Joy. Et pour moi, un des textes les plus importants était celui de Leigh Patel. C'est pas un texte qui est nécessairement long. Je pense qu'il y a à peu près 4 pages dans English Journal. Dans ce texte-là, elle fait une critique d'un des articles de Peter Smagorinsky dans lequel il défend l'enseignement des aventures de Huckleberry Finn. Et elle dit que effectivement, c'est pas une bonne idée parce que, bon, il remet pas en question sa posture sociale, son propre discours, alors qu'il faut le faire quand on s'intéresse à l'enseignement-apprentissage d'œuvres sensibles. Et en fait, elle condamne l'enseignement de cette œuvre-là. Donc, vous voyez déjà, c'est des discours qui sont polémiques, mais qui sont très importants pour repenser l'empathie et ce que ça veut dire. Le titre de son texte, je l'ai traduit, là, c'est ça, c'est « L'irrationalité de l'empathie antiraciste ». Et pour elle, c'est un concept, en fait, qui n'existe pas ou qui est quelque chose de très, très, très dommageable. J'ai traduit « Les représentations simplistes et souvent racistes des personnages noirs placent le texte littéraire comme artefact culturel de la blancheur. » Mais quelle citation pertinente, n'est-ce pas? Et ces représentations sont très problématiques parce qu'elles génèrent la consommation de la souffrance des Noirs au détriment de la sentimentalité des Blancs qui souvent ne s'interrogent pas ou n'interrogent pas plutôt leur propre rôle dans cette souffrance, leur rapport de force, leur posture. Et j'ai trouvé ça important parce qu'il faut se poser la question, c'est l'empathie pour le bien de qui? C'est pour les personnes blanches, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on marchande la littérature à des fins de sentimentalité qui sont superficielles, dans le fond? Si on va plus loin encore, la théorie du Black Joy en est une qui est absolument importante. Duncan et Al en parlent, un texte récent de 2023. En univers social, en fait, ils ont fait cette étude-là, donc je recommande fortement pour ceux qui sont dans cette discipline. Les travaux de Jiménez aussi et de Bettina Love, un très bon livre qu'elle a publié récemment. Il y a beaucoup de gens qui écrivent là-dessus aux États-Unis. C'est un concept qui est plutôt anglo-saxon, mais qui devrait être universel. On devrait en parler effectivement lorsqu'on écrit en français et diffuser cette théorie-là. Donc, le Black Joy, évidemment, comme pratique humanisante, les études sont équivoques à ce niveau-là. On parle aussi de la compréhension de la diversité des émotions des personnages noirs, qui montre aussi ceux derrière les mouvements de résistance et leur humanité au-delà de la souffrance. Il montre aussi que la souffrance et la joie peuvent coexister et que c'est pas juste un ou l'autre et que les êtres humains sont complexes, d'où la pratique humanisante de la représentation des personnages. C'est-à-dire que on ne représente pas les personnages noirs comme étant seulement souffrants au détriment du pouvoir des Blancs, donc vraiment une vision plus équilibrée. Sans le Black Joy, évidemment, l'amour et l'estime de soi ainsi que l'empathie ne peuvent exister, dans l'étude plus spécifique de Duncan et collègues. À l'heure actuelle, le matériel didactique ne permet pas aux élèves d'apprendre ce qu'est le racisme systémique, n'est-ce pas? Et cette responsabilité revient aux enseignants et enseignantes qui décident de s'y attarder ou pas. Et j'aimerais bien voir une étude au Québec qui recense le pourcentage d'enseignants qui se risquent à parler de ça en salle de classe. J'aimerais voir un grand pourcentage d'enseignants qui s'y intéressent, mais je reste sceptique pour l'instant. Historiquement, la résistance chez les personnes racisées est rarement prise en compte. Lorsqu'elle l'est, elle tend à valoriser les Blancs ou à limiter l'expérience des Noirs aux dynamiques d'oppression et de libération. Donc, il y a toujours cette dynamique-là qui est très, très, très présente. Et le Black Joy permet de renverser donc cette tendance et de défaire ces relations de pouvoir-là. 2 exemples que j'ai pour vous ce matin. Une série de bandes dessinées numériques, la série Omni de Grayson et Martinez, qui date de 2020. Et une autre, Minneapolis, capitale du funk, d'Ilige et Tabou de 2021, qui sont disponibles en français et de manière numérique. Omni 4, donc marron introspective, ignition, tout est en feu, tu sais ce que tu as à faire, tu l'as su en rentrant ici. 9 modalités distinctes d'intelligence travaillant de concert, c'est bien gentil, mais l'inconscient traite encore l'information 500 000 fois plus vite que l'esprit conscient. Donc, juste un personnage, cette femme-là dans la série, c'est une médecin
qui est en train de faire de la méditation, donc qui est aussi dans des situations très stressantes, là, mais j'ai choisi de vous montrer cette image-là parce que c'est une image que je trouve qui est très humanisante. Tu sais, c'est pas une femme blanche en Lululemon qui fait du yoga, là. C'est une femme noire, une femme racisée qui est en train de méditer aussi avec ses pouvoirs, ce qu'elle peut faire dans l'intrigue. C'est une belle représentation du Black Joy à ce niveau-là. Dans Minneapolis, ville du funk, j'ai beaucoup aimé la représentation des personnages et surtout cette adolescente-là à laquelle les élèves peuvent s'identifier. Donc, je lis. J'ai commencé à écrire pour gérer mes sentiments. En grandissant, j'en ai fait des chansons. J'ai dompté les maths et la résistance de mon père. Il me laisse jouer de temps en temps, donc j'ai mis des mélodies sur les paroles que j'avais écrites. Et un jour, j'ai trouvé la guitare qui me suivrait toute ma vie. Vous savez, un instrument, ce n'est pas un simple objet, c'est un partenaire. B.B. King appelait sa guitare Lucille, même quand il en changeait. Le nom de la mienne, je l'ai trouvé plus tard. Vers un concert, c'était un défi, un appel à me surpasser, à me construire l'avenir que je voulais. Elle arrive à un spectacle où, plus tard, on voit sa trajectoire. Elle devient musicienne, mais toute cette trajectoire-là, c'est une représentation, évidemment, d'une adolescente devenue femme noire qui a du succès et qui n'est pas dans cette souffrance-là et qui peut réaliser ses rêves. Donc, on veut plus de représentations comme ça dans les récits fictionnels, littéraires et en particulier numériques, parce qu'on a un accès plus facile à ces œuvres-là et ça nous permet de renverser les tendances qui ont été très violentes au cours des années. Donc, 2 exemples pertinents pour représenter le Black Joy et cette espèce de renversement de l'empathie fictionnelle qui devient quelque chose qui est autre. Pour conclure, différents aspects auxquels il faut s'intéresser, l'équité, la diversité, l'inclusion et l'accessibilité. Au point de vue de l'accessibilité, on a des plateformes numériques comme par exemple celle de Labyrinthe, on a aussi Biblius, on a Hoopla, on a différentes plateformes d'accès à ces œuvres-là qui nous permettent d'explorer les personnages racisés sous différents angles. Okay? Donc, ce qu'il faut faire, c'est aussi parler à vos bibliothèques, vraiment demander l'accès à ces livres-là et poser des questions. Est-ce que vous avez des exemples de bandes dessinées avec des personnages racisés, des personnages noirs? Et sinon, vous pouvez vous poser la question pourquoi et encourager l'achat de ces ressources-là ou l'accès à ces ressources-là. Donc ça, je pense, c'est la priorité numéro 1. Ensuite, c'est de s'intéresser aux discours qui sont présents et d'essayer de les déconstruire s'ils sont malsains ou, comme diraient les Patel, violents. Mais outre mesure, c'est plutôt se concentrer sur les œuvres qui offrent des représentations qui témoignent du Black Joy de manière consciente et de manière bienveillante. Alors, je vous dirais, ces 3 étapes quand même tangibles qui nous permettent de faire le travail qu'on doit faire en tant qu'alliés. Pas aussi s'autoproclamer comme allié, mais faire le travail en salle de classe, en formation des maîtres, dans les stages, dans les milieux scolaires, pour faire en sorte de changer les choses. Une œuvre littéraire numérique à la fois. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'ai mis ici 3 codes QR si vous voulez en savoir davantage sur les travaux et les liens que je fais entre ce que je vous ai présenté et les écrits. Donc, le premier à gauche est sur l'Insta Poésie. Celui dans le milieu est sur la littérature numérique et l'équité, la diversité, l'inclusion et l'accessibilité. Celui à droite est un article récent sur la lecture émancipatoire selon Bell Hooks et sur les théories de l'intersectionnalité. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi, je vous encourage à le découvrir par cet article. Merci beaucoup. Un grand merci, Amélie, d'avoir à la fois exposé les théories, le recadrage du discours empathique et de nous avoir donné des exemples d'œuvres qu'on devrait lire, retrouver dans nos bibliothèques scolaires et aussi de nous faire réfléchir justement là, à la représentation de la diversité dans les œuvres qu'on propose aux élèves. Donc, je pense qu'il y a un grand travail à faire de ce côté-là.